RMC, la grande gueule du jour. Je n'accepte pas qu'un président américain se permette de nous traiter comme il le fait. Et tout ça relève en réalité de la pathologie. Et on a un président qui ne sait plus vraiment comment faire parler de lui, tout en étant un opposant à Emmanuel Macron. Je l'assure de ma solidarité en ce moment un peu pénible avec un président américain qui pollue la scène internationale. Je ne trouve pas ça insultant. La diplomatie de l'agression et de l'insulte, elle conduit à l'insulte et à l'agression. Donc il faut que le président Macron aussi retrouve un positionnement plus cohérent, plus normal, plus respectueux, plus habituel. Le président Macron est un peu allé chercher le président Trump avec souvent des polémiques et puis il a un retour de bâton, c'est assez fréquent. C'est dès qu'il est rentré à Paris, 48 heures, dès qu'il est rentré de Paris chez lui à Washington, 48 heures après, que le président Trump a dégainé son téléphone portable et posté son humeur contre le président Macron. Il fait toujours comme ça, en fait. Il y a toujours un temps de décalage parce que Trump, en fait, il regarde les médias américains. Il a regardé la façon dont les médias américains, notamment conservateurs, parlaient d'Emmanuel Macron. Aux États-Unis, on n'a pas du tout apprécié le discours de Macron qui semblait mettre Donald Trump dans le camp des nationalistes guerriers, et le nationalisme aux États-Unis, ça n'a pas du tout la même résonance que chez nous. Le nationalisme en Europe, ça mène à la guerre, ça mène au nazisme et au fascisme. Le nationalisme, la nation américaine, c'est pas du tout la même vision aux États-Unis. Et d'ailleurs, les médias américains l'ont mauvaise parce qu'ils trouvent que Macron aurait dû rendre hommage aux États-Unis qui ont sauvé l'Europe 2 fois pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a ce contexte. Et même, alors, en plus, Donald Trump, dans ses tweets, 5 tweets, il attaque là où ça fait mal. Et il se moque de la cote de popularité très mauvaise d'Emmanuel Macron. Il explique, il rappelle qu'en France, le taux de chômage reste très fort, alors qu'aux États-Unis, il est historiquement bas. Et puis il s'attaque au vin. Alors là, c'est peut-être l'erreur de Trump, parce qu'il s'attaque à notre vin en expliquant qu'il pourrait instaurer des taxes supplémentaires sur le vin français importé aux États-Unis. Pas de réaction de l'Élysée. Emmanuel Macron dit ça sert à rien de rajouter, en fait, de mettre de l'huile sur le feu. Donc la seule réaction à la présidence de la République, c'est de dire que finalement ces tweets s'adressent surtout à l'opinion publique américaine. Alors est-ce que c'est le divorce? Est-ce que finalement Trump-Macron, il n'était pas temps de se dire les vérités, Marianne Soubré? Trump, ce qu'il nous dit, c'est quand on a 26% de cote de popularité, un chômage à 10%, on fait de canard. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'il dit, Trump. Et justement, il a raison. Il l'attaque effectivement sur... parce qu'en fait, Emmanuel Macron, c'est un peu ce qu'il a vanté, ce modèle, pas le modèle de Trump, mais le modèle de la diminution du chômage et on me jugera à ma réussite, etc. Donc là, il est attaqué à la limite, j'ai envie de dire, à la loyale, parce qu'il voulait qu'on le juge par rapport au taux de chômage qu'il y a en France. Quand Donald Trump lui dit si j'étais toi, je la fermerais bien parce que ton taux de chômage, il est minable, mais il a raison. Enfin, de ce côté-là, Trump a raison. Après, il y a la méthode. La méthode est celle, elle ressemble à Donald Trump, c'est-à-dire qu'elle est grotesque, vulgaire, tout ce qu'on veut. Je veux dire, ce gars n'a aucune manière, mais il se trouve que c'est le président des États-Unis. Bon, voilà, c'est comme ça. Et puis... Après, il reste autre chose, c'est-à-dire qu'il y a 2 attaques. Il y a une attaque vraiment sur le chômage et puis une attaque sur la création d'une armée européenne. Et il vient reprocher à Emmanuel Macron d'avoir voulu la création d'une armée européenne qui, à la limite, peut se comprendre si on décide que l'Europe doit avoir une place à jouer. Et ça aura des conséquences économiques sur le complexe, comme on dit, le complexe militaro-industriel américain. Ça veut dire que les Européens pourraient même s'acheter leurs propres armes et l'OTAN rentrer à la maison, si tu veux. Et ça inquiète. Si tu veux, je ne peux pas dire que Donald Trump ait raison dans la façon dont il fait les choses, etc. Maintenant, je pense qu'il attaque Emmanuel Macron là où ça fait mal. Et sur le fond, en tout cas sur le chômage, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont jamais... quand même... Là, il a trouvé des moyens d'attaquer, mais c'est pas le fond. Pourquoi il l'attaque? Parce que Macron veut avoir le leadership des anti-Trump, veut que l'Europe se débarrasse de la mainmise des États-Unis. Et puis quand même, Trump, il s'est fait moquer après son refus d'aller visiter le cimetière Bois-Bello parce qu'il y avait de la pluie. Et les vétérans américains aux États-Unis, ça a été très mal perçu. Donc c'est aussi une façon de faire diversion. Pourquoi il n'a pas été visiter le cimetière? Parce qu'on nous a dit c'est à cause de la pluie. En fait, c'était surtout des questions de sécurité et son service d'ordre lui a dit on ne peut pas atterrir l'hélicoptère, il y a trop de pluie, du brouillard, etc. Mais ça a été très mal perçu aux États-Unis, cette façon de bouder finalement l'hommage aux militaires américains. Mais là, pour le coup, on est vraiment dans un nouveau monde et c'est assez incroyable, quoi. C'est assez hallucinant. Enfin,
de voir une puissance mondiale comme ça, la France, et de voir cette communication par tweet entre présidents interposés. Alors on peut, pour ceux qui sont un peu férus de géopolitique, ils peuvent aller fouiller pour voir ce qui se passe, comprendre, décortiquer. C'est pas le commun des mortels, mais quand même. Mais c'est quand même effrayant, quoi. À la fois cette façon de communiquer est formidable pour les uns et les autres parce que ça crée aussi des ponts, ça permet à tout un chacun de dire quelque chose et puis de s'exprimer. Mais c'est tout de même quand même effrayant que qu'on dise voilà, j'ai communiqué, j'ai balancé un tweet, j'ai communiqué, je fais la politique de mon pays par un tweet et puis j'insulte l'un et puis lui il a pas dit ça, et puis lui il a pas répondu à ça. Pourquoi Macron lui répond pas par tweet? Non, mais ça fait peur, quoi. Moi je trouve que Macron là pour le coup il a raison. On répond pas à un tweet, qu'on peut être d'accord sur le fond. Oui, effectivement, Macron c'est pas le dernier non plus à envoyer des pics aux uns et aux autres. Donc c'est une bataille à laquelle on assiste et sur laquelle on n'a pas beaucoup d'éléments. C'est un concours de, tu vois, entre garçons. C'est un concours entre garçons. Et un jour on va voir, je déclare la guerre à machin. Bah ouais. Nous, on est dans notre canapé. Le tweet le plus cinglant, c'est quand Donald Trump écrit « Les Français commençaient à apprendre l'allemand à Paris avant que les États-Unis n'arrivent ». Mais oui. Ça, c'est la grande baffe dans la tête des Français. Il a raison, enfin mince. Alors, Michel Sardou, excusez-moi, mais si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. Mais non, il mélange tout. Non, parce que c'était aussi l'époque, les deux guerres mondiales. Si on n'avait pas eu les Américains, les Canadiens avec nous, la Première Guerre mondiale, ça n'a rien à voir. On n'apprenait pas l'allemand à la Première Guerre mondiale. Les Français mouraient par dizaines de milliers par jour. Donc arrêtons de dire n'importe quoi. Non, mais c'est d'un populisme. Ah bah oui, de toute façon, maintenant on peut dire n'importe quoi. C'est un populisme de nous rappeler ce qu'on a. Non, mais c'est pas ça qu'il dit. Non, il dit qu'on était en train d'apprendre allemand. Qu'on était en train d'apprendre allemand en 18. Bon, arrêtons. Alors il mélange tout. Mais c'est facile de mélanger tout et de dire n'importe quoi. Enfin, il tient pas un bistrot, il est président des États-Unis. Mais il faut pas non plus réécrire moi, c'est ça qui me gêne. Non, mais d'accord, mais la Deuxième Guerre mondiale, on l'aurait jamais gagnée s'ils n'avaient pas été là. Non, mais moi, ce qui me dérange, c'est la pratique diplomatique qui se résume à un président qui tweet, je sais pas combien de tweets par jour. Il est président des États-Unis, mais parle au président français autrement, par la voie diplomatique. Que tu fasses des interviews dans la presse. Dis-lui d'ailleurs ce que tu penses en face à face. Il l'a pas dit dimanche. Pourquoi dimanche il a rien dit? Enfin, Trump, il est en train d'essayer de restaurer cette hégémonie américaine qui est en crise depuis quelques années maintenant. Ce qui est marrant avec Trump, d'un côté, c'est qu'en fait, tout ce qui est diplomatie de couloir, moi ça m'a fait penser, vous savez, à cette scène de Sarkozy et Poutine, vous savez, où on pensait tous qu'il était bourré. Oui. Et quelques années après, on nous a appris en fait que Poutine, il avait recadré Sarkozy et qu'il lui avait dit, écoute, t'as vu, ton pays il est comme ça, moi mon pays il est comme ça, alors c'est moi qui vais décider. Et en fait, tellement Sarkozy avait pris cette baffe et est sorti, on pensait qu'il était bourré. Non, il était essoufflé, estomaqué. Le Poutine qui avait recadré Sarkozy, on a un Trump qui remontre en fait juste par un tweet, il explique au monde en fait que c'est un jouet, que Macron, que le petit truc de je t'enlève la pellicule sur le manteau, c'est du cinéma. Parce qu'au final, il y a Jean-Dominique Merchet qui travaille spécialisé question de défense, qui est spécialisé en questions militaires. Il a dit Emmanuel Macron a été pris en otage par Donald Trump sur la question du nucléaire iranien, sur un certain nombre de choses. Et on voit dans cette guerre commerciale, en fait, dans cette guerre, moi, comme je le dis, c'est cette crise économique et capitaliste qu'il y a, c'est le plus gros qui va essayer de manger le petit. Lorsque je parlais de Bolsonaro, pourquoi je dis Bolsonaro? Parce que Bolsonaro, le Brésil, c'est le premier producteur de soja. Et qui est le premier consommateur de soja? C'est la Chine. Et qui est en guerre commerciale avec la Chine? Les États-Unis. Donc, ce que le protectionnisme qu'on essaye de nous proposer, où on essaie de se cacher derrière nos frontières, ça ne marche pas. Et ce que dit Trump... C'est un libéral finalement alors. Non, il est internationaliste. Non, je suis internationaliste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qui paye la facture, je vais vous donner un exemple. Coca, Fanta, 3M, Ford, etc. Tous ils mettent en garde Donald Trump parce qu'ils disent nos chiffres d'affaires ont baissé. Et ça se répercute sur les va le dire aux ouvriers de Ford qui ont voté Donald Trump parce que Donald Trump avait promis de relocaliser les industries américaines. Mais ça ne marche pas. C'est pas parce qu'il crée, heureusement, il crée quoi comme emploi? Il crée des emplois précaires, des emplois dans l'industrie, des emplois d'ouvriers. C'est précaire. Il y a pas une réelle... Puisque tu parles de guerre commerciale, il peut y avoir une conséquence. C'est le vin français. Jacques Dupont est avec nous, journaliste au point, spécialiste du vin qui sort chaque année justement le guide du vin avec
avec Le Point. Bonjour Jacques. Bonjour. Il y a un vrai risque là pour le vin français ou pas, Jacques, où on est dans l'esbrouf? Ah non, il y a un vrai risque parce que... Alors d'une part, c'est l'argument de Trump est bidon. C'est pas parce qu'il y a des droits de douane que le vin américain se vend pas en France. Les Français consomment français. Il y a des vins, on trouve sur le marché français des vins argentins, du Chili, d'Espagne, d'Italie. Mais en attendant, 98% des vins consommés en France, c'est des vins français. Il y a un attrait, et c'est normal, c'est logique. On est un pays du vin, on consomme localement. C'est pas ça du tout qui gêne les Français pour acheter du vin américain. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont implantées aux États-Unis, notamment en Oregon, en Californie, et qui font du vin pour les Américains. Donc tout ça est totalement bidon, mais ça risque d'handicaper gravement les vins français parce que il va y avoir des représailles sur place. C'est le premier marché des Français, les États-Unis. Et en plus, c'est un marché qui est en progression, notamment sur le champagne. Vous savez que avec le Brexit et les non-solutions du Brexit, la peur du Brexit, le marché du champagne a beaucoup baissé en Angleterre, mais par contre, il a terriblement augmenté, il a beaucoup augmenté aux États-Unis. Et ça marche bien, et on vend beaucoup de Bordeaux, on vend beaucoup de Bourgogne, c'est bon, c'est parfait. Quelles sont les conséquences des incendies, Jacques, des incendies en Californie sur le vin californien? Je pense pas que le vignoble californien soit touché. Il y a déjà eu des problèmes sur le vignoble avec des incendies, mais là, en l'occurrence, je suis pas formel, mais je crois pas qu'il y ait de dégâts dans les vignobles. Il me semblait, certainement je me trompe, mais il me semblait que justement le vin californien, à partir du moment où il avait d'ailleurs été formaté pour être un peu, on va dire, à l'image de certains vins français. Non, c'est pas tout à fait comme ça, mais. Oui, mais il me semblait qu'en réalité, déjà, la part des vins français avait diminué. Donc là, elle était en train de réaugmenter, c'est ça? Ah non, elle n'avait pas diminué du tout. Il y a eu, alors, quand il y a eu l'histoire de l'Irak, il y avait eu un espèce de boycott. Mais depuis quelques années, le vin français est en très forte progression et c'est devenu le premier marché pour les vins français. Les États-Unis. Monsieur Dupont, juste une petite question. Est-ce que vous confirmez, parce que j'ai cherché un peu sur Internet, apparemment, après le Brexit, il y a eu, on est passé de 38 millions de bouteilles de champagne à 28 millions de bouteilles. À 28, oui, c'est ça. C'est ça, vous confirmez? Oui, il y a une baisse du marché du champagne en Angleterre qui était un gros consommateur. Le protectionnisme n'est pas bon pour les affaires. Voilà. Ouais. Depuis la mort de Churchill, on avait beaucoup perdu quand même, mais enfin, lui-même en buvait beaucoup. Mais Jacques Dupont, il faut quand même être honnête. Le vin américain, il est aussi taxé quand il arrive en France. Il est taxé, mais c'est de l'ordre de 4 centimes. C'est ridicule. Et il ne faut pas oublier que la vente aux États-Unis, elle n'est pas simple, parce qu'il faut passer par les États. Oui, on ne peut pas importer comme on le fait, par exemple, en Belgique, où c'est compliqué d'importer aux États-Unis. Il faut passer par des revendeurs, etc., qui prennent des marges. Si le vin français est cher aux États-Unis, c'est plus à cause des marges que prennent dans les États les revendeurs obligatoires, ce qu'on appelle les cavistes, qui n'ont rien à voir avec les cavistes français. Et c'est ça qui fait que le vin français est cher aux États-Unis, mais il est en très forte progression. C'est le premier marché du vin français, et c'est le premier marché aussi sur les cognacs, sur les spiritueux. Ça, c'est grâce au rapport notamment. Merci Jacques Dupont d'avoir été avec nous. Merci Jacques. Est-ce que c'est pas l'erreur de Trump, c'est de s'en prendre au vin français? Alors là, il touche quand même à une institution chez nous. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que hier, Gilbert Collard, qui est pas quand même très macroniste, à la fois disait que Trump avait raison sur ses tweets, sur le chômage, etc. Mais alors il disait attention, faut pas toucher au vin français. Mais Donald Trump, il conclut ses tweets en disant au président français Make France Great Again, c'est-à-dire fait en sorte que la France retrouve sa grandeur du style. Elle l'a perdu, la grandeur de la France. La France on peut pas l'imputer à Macron parce que Macron il a plus 17 mois. Il lui demande de faire un choix en vérité dans cette guerre commerciale. Parce que justement, est-ce que Trump, elle est côté Allemagne et est-ce que Trump nous a tweeté la vérité en pleine figure? 3216 rmc.fr pour continuer d'en parler avec les GG. RMC, 9h midi, les grandes gueules. Les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec Marianne Souvré, Anas Kazib, Zora Bitan, 06 60 61 00 60 pour vous inscrire et venir assister à ces 3 heures de show des GG tous les jours en direct. Donald Trump qui tweet ses 4 vérités au président Macron. Est-ce qu'il a raison? Et il conclut à l'adresse du chef de l'État, de notre président, Make France Great Again. Bref,
faites comme moi j'ai fait aux États-Unis, où l'Amérique est en train de retrouver sa grandeur, où l'Amérique retrouve quasiment le plein emploi, où voilà, moi je suis faire le job après 2 ans. Voilà ce qu'il dit au président français. C'est factuel chez lui, ils ont retrouvé le plein emploi. C'est factuel, ils ont retrouvé le plein emploi. On ne sait pas comment, on ne sait pas le détail des mesures. C'est pas le problème, c'est que nous on attend ce plein emploi. Baisse des impôts massifs aux États-Unis. Mais ils ont 1000 milliards d'endettement aussi. Endettement record. Voilà, donc on l'attend nous ce plein emploi, il n'arrive pas et c'est ça qui fait que évidemment la splendeur et la grandeur de la France. Nous, on n'arrive pas parce qu'on n'a pas fait les réformes structurelles. Voilà, déjà, et elle pourra arriver que quand les Français se sentiront bien, ils vivront mieux. Or, c'est pas le cas. Après, c'est peut-être une chance pour Macron, parce que Macron, qui veut incarner un leadership justement des anti-Trump, c'est peut-être une bonne chose d'avoir pour ennemi Trump. Le problème de Macron, c'est qu'en Europe, il a Merkel avec lui, mais il a aussi des gens qui sont très contre lui, comme Salvini et toute l'Europe de l'Est. D'ailleurs, Trump joue avec ça. Trump joue l'Europe de l'Est contre l'Europe de l'Ouest, en quelque sorte. Donc c'est assez intéressant ce qui se passe en ce moment. Et pour Macron, c'est pas forcément une mauvaise chose, ces tweets. C'est ça qu'il y a de fou, c'est-à-dire que en le mettant en fait à la place de grands rivales, on va dire c'est le grand rival européen, ça serait Emmanuel Macron. Il en fait aussi, on lui donne une image d'humaniste aussi, parce que de l'autre côté, qui est contre Macron en Europe, ce sont justement les Orban, les Salvini, etc. Et donc, parce qu'en fait, il ne l'a pas dit, mais il l'a déjà dit sur Macron, le problème aussi sur les réfugiés, parce qu'effectivement, Trump, il est sur une ligne très dure à ne pas vouloir d'immigration ou quoi que ce soit, etc. Et c'est vrai que, du coup, là, on a l'impression que le gauchiste de l'Europe, l'humaniste de l'Europe, ça serait Emmanuel Macron. Et c'est juste à pleurer de rire, parce que c'est pas la réalité des choses non plus. Sur l'immigration, la loi asile, elle n'est pas du tout... Mais non, mais justement, c'est ça qui est dingue. Je voudrais qu'on écoute Arnaud qui est avec nous. Bonjour Arnaud, qui est ingénieur du côté de l'Hérault. Bonjour, bienvenue Arnaud. Bonjour. Est-ce qu'il a eu raison, Donald Trump, de tweeter ces 4 vérités à la manière Trump, sont ses vérités à lui, à Donald Trump, au président Macron? Moi, je pense que, bien sûr, il a eu raison. Tout ce qu'il a dit est vrai. Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas fait grand-chose. Et il nous a promis des réformes, elles n'arrivent pas. Il a fait beaucoup de promesses durant la campagne, rien ne se passe. Les seules choses que Emmanuel Macron sait faire, c'est augmenter les taxes. Nous sommes dans un pays où il y a un nombre de taxes incalculable, un pays où il y a un chômage qui est à 10%, quand aux États-Unis il est à 4%. On a un PIB par habitant qui est à 40 000, quand aux États-Unis il est à 60 000. Donc bien sûr qu'il a raison, les États-Unis sont un pays qui font beaucoup mieux que la France niveau économiquement. Nous sommes des tout petits comparé aux États-Unis. Quand Emmanuel Macron se permet de défier Donald Trump, c'est de la rigolade. Donc vous préfériez qu'on se couche devant les États-Unis alors? Pas coucher, mais il faudrait qu'on fasse les efforts, qu'on arrête d'essayer de les défier, de leur faire un tête-à-tête. On est dans... on n'a pas à faire la leçon aux États-Unis. Peut-être Trump va peut-être pas faire la leçon aussi à la France. C'est marrant quand même d'être, pour le coup, qu'on soit... c'est bizarre quand même de donner raison à Trump qui ne cherche qu'à une chose, c'est d'affaiblir la France et l'Europe. C'est quand même étonnant. Ça ne sert pas nos intérêts, excusez-moi. On est déjà très faible. Non mais ça ne sert pas nos intérêts de soutenir Trump dans ce combat. En même temps, les Français... En même temps, ce que les Français, lorsque Trump dit qu'il faut restaurer la grandeur de la France et qu'on a tel taux de chômage et tel code de popularité, on n'a pas besoin de Trump pour le savoir. Nous, les Français, on le sait. Donc, je veux dire, ce que je dénonce, c'est la façon dont ce président parle aux nôtres et la façon dont, en général, aujourd'hui, la diplomatie se fait à travers des tweets. Mais c'est ça qui m'inquiète, moi. Oui, c'est pas de la diplomatie non plus. Trump, c'est la diplomatie du tweet. C'est pas de la diplomatie, ça. Est-ce qu'on aimerait... Imaginez Macron qui ferait un tweet dès qu'il y a une tuerie de masse. Aux États-Unis, il y a une tuerie de masse quasiment tous les 2 jours. Et si Macron tweetait en disant ces Américains sont complètement débiles avec leurs armes, qu'est-ce qu'on penserait de ça? Qu'est-ce qu'on penserait de ça? Nous, on aurait honte de lui. Bien sûr. Mais les Américains sont peut-être assez fiers de ça, j'en sais rien. Ceux qui ont voté pour Trump... Il y a plusieurs choses. Moi, je suis pas d'accord sur la question du chômage, qu'il y a le plein emploi. Il n'y a pas de plein emploi. Il y a eu 300 000 emplois
de moins par rapport à avril 2018. Sinon, jusqu'à avril, c'était aux États-Unis. Bah oui, aux États-Unis, ils sont passés en dessous de la barre des 4%. Ils sont à 3,8. Ils étaient à 4% depuis et au-delà depuis 17 c'est Barack ans. Obama. À un moment donné, on est dans un pays aussi où il y a eu une crise en 2008, où il y a des gens qui avaient une maison, un bout de jardin, et qui aujourd'hui sont dans la rue. Regardez les rues à la Nouvelle-Orléans, à Détroit, etc. Enfin, c'est quoi le modèle américain, ce monsieur-là qui parle? Détroit, la ville est en train de se relancer économiquement, justement. Il retrouve des emplois. Mais il y a eu des bombardements. On parle de la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Il y a eu des pays aussi où il y a eu des bombardements. Ça a été un désert. On a détruit les usines, les habitations. À un moment donné, oui, tu arrives toujours à recréer de l'emploi. Mais c'est quoi comme emploi? Nous, ça fait 20 ans qu'on est à 10% de chômage. Oui, mais à un moment donné, parce que ça n'a rien à voir. Quel type d'emploi? Moi, j'aime bien parce qu'on prend toujours les modèles quand ça nous arrange. C'est-à-dire, on veut quoi? Moi, j'ai pas envie de faire un crédit de 200 000 € pour que mon fils il puisse aller à l'université. Ça m'intéresse pas. Sauf qu'Anas, on est mal placé. On est les premiers dès qu'on sort 1 € de plus à la pharmacie à se plaindre. Et on veut le modèle américain parce que... on a dit qu'on voulait le modèle américain. Est-ce qu'on peut dire 3 secondes quelque chose sur Trump? Que son fils, il a une entreprise de vin. Le fils de Trump, ils ont une entreprise qui s'appelle Wine Trump ou je sais pas quoi. À un moment donné, il sert ses intérêts. C'est un patron et il fonctionne comme un patron, c'est-à-dire c'est les intérêts de son entreprise et son entreprise. On n'est pas obligé de vivre dans le miroir. Elle s'appelle le patronat américain. Non, mais on n'est pas obligé de vivre dans le miroir des États-Unis. Trump, c'est autre chose. Ça nous empêche pas aujourd'hui d'avoir un autre modèle qui nous permet nous aussi d'aller vers le plein emploi. Moi, on n'y va pas. Le modèle américain mais on n'a pas dit qu'il fallait s'intéresser, qu'il fallait produire le modèle américain. On n'en veut pas. Il marchera pas ici. C'est pas du tout la culture de notre pays. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, après 40 ans de casse politique où les gens vivent pas mieux aujourd'hui après la succession de mensonges qu'on nous a servis, ce qu'on attend de Macron, qui est jeune, qui est un nouveau monde, qui n'est pas issu d'un parti traditionnel, c'est justement d'aller vers le plein emploi, en tout cas d'en prendre le chemin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir jusqu'où, à la fin du quinquennat, il aura permis ça. Parce que tu l'as dit toi-même, c'est à la fin du mois que ça se compte. C'est nulle part, ça à aucun moment. On a parlé sur le Brexit, sur les bouteilles de champagne, etc. Et puis le protectionnisme, ça ne crée pas plus d'emplois. Les mesures telles que le CICE de donner 25 milliards en 5 ans, ça a créé 120 000 emplois. Non, plus. C'est l'INSEE, c'est 120 000 emplois. Non, 340 000. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas aujourd'hui. Mais mélange pas tous les emplois. On parle de ceux créés. Je te parle des créations d'emplois. Le problème, c'est qu'en France, on n'arrive pas à réduire ceux qui sont au chômage depuis longtemps. C'est cette poche, si tu veux, de 8% à laquelle on n'arrive pas à s'attaquer aujourd'hui. Le problème du chômage en France, c'est le problème du chômage des personnes qui ne sont pas assez qualifiées, qui sont effectivement les laissés pour compte de la mondialisation, du changement des fonctions professionnelles, etc. C'est ça le problème. Si aujourd'hui, si tu es qualifié, si tu es dans la bonne filière, tu trouves un job. Tu trouves un job. Aujourd'hui, tu ne trouves pas de job quand tu es dans certaines zones géographiques qui sont délaissées. Et d'ailleurs, ça revient au débat sur les gilets jaunes. Quand effectivement, tu n'as pas eu la bonne qualification, quand tu n'as pas le bon réseau, etc. Moi, je connais des gens au chômage qui pourraient gagner plus en allant travailler et ça les intéresse pas. Parce qu'à un moment donné, rester chômeur. Non, mais ça, c'est un problème parce que c'est la collectivité qui paye. À un moment donné, quand tu as tes enfants à déposer à 8h30, d'accord, à les récupérer parfois. C'est ce qui arrive même à ceux qui travaillent. Tu sais que ceux qui travaillent, c'est ce qu'ils font. Ils déposent. Elle préfère rester au chômage parce que je veux pas déposer mes enfants à 8h. Il y a des personnes qui ne perdent. Attends, ça tient pas la honte. Non, mais Alain, les gens ne perçoivent pas. Il y a chômage et chômage. Il y a plusieurs catégories dans le chômage. Il faut différencier être au chômage et percevoir des indemnités de chômeur. On ne perçoit pas des indemnités pendant 30 ans. On touche 2 000 € par mois. Non, tu as des personnes qui préfèrent rester au chômage pour faire l'éducation de leurs enfants, pour pouvoir passer du temps avec leurs enfants. À un moment donné, il faut comprendre une mère ou un père il en a marre de se réveiller à 7h du matin, rentrer chez lui à 19h, faire la douche à ses enfants. Bah oui, c'est ce que font la majorité des Français, Anas. Faut comprendre qu'il faut qu'on te paye. Faut qu'on te paye pour que tu puisses rester chez toi. C'est de faire croire qu'il y a 6 millions de chômeurs en fait qui sont sous-qualifiés. Il y a des personnes aussi dont le choix, il y en a. Dans ce cas-là, ici, ils choisissent de le chômage, il est payé par la collectivité. J'ai un ami, il est médecin, il est parti pendant 2 ans, il avait envie de faire un road trip dans le monde. Mais il avait envie. Mais à un moment donné, il est dans la catégorie des
chômeur. Mais c'est à lui de le payer. Oui, mais c'est à lui à se le payer. C'est à lui à se le payer. C'est à la route ton truc. C'est à lui à se le payer. C'est pas une question de tenir la route. Bah si, ça tient pas à la route ton système. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Je comprends mais non, mais il y a toujours quelqu'un qui paye dans ton système. Après, vous pouvez pointer ce que vous avez envie. Moi, je vous pointe la réalité. C'est-à-dire que la réalité. Alors oui, mais moi, je vais chercher mes gosses, mais je vois des familles à 11h30. Il y a au moins 300 par an. Mais parce qu'ils bossent pas. Tout le monde a une pause à 11h30, de 11h30 à 15h. Parce qu'ils bossent pas. Et donc pourquoi? Il faut les mettre au boulot. Ils sont sous-qualifiés. Mais non, c'est faux. Il faut les mettre au boulot. Encore pire. Non, mais c'est très grave. alors attendez. Non, mais c'est grave. Non, mais c'est grave. Non, mais c'est hallucinant. Ça veut dire que, ok, moi je suis pour la liberté totale, d'accord. Mais alors tu veux décider de pas travailler parce qu'à 11h30 tu vas chercher tes mômes, mais puis tu veux faire une sieste, etc. Désolé, on supprime le RSA. Il y a des tas de personnes qui ont 80 ans, avec qui ont 400 € par mois, on leur transvase le RSA parce que ça peut pas durer cette histoire. C'est la formation professionnelle. Il y a plein de pognon. Il y a énormément d'argent dans la formation professionnelle. J'allais dire que travailler, c'est un devoir et une obligation pour soi. T'as pas envie de travailler, zéro aide. T'as pas envie, tu viens de dire, t'as pas envie. T'as pas envie. Par contre, si t'es inemployable, que tu as un problème de mobilité, de santé et quand tu as temps partiel, tu es parti. Tu sais, quand t'as un emploi, temps alors partiel, attendez, pause là-dessus. Là, vous avez entendu sur le chômage. On a mieux encore dans les GG dans un instant. C'est l'absentéisme dans les collectivités territoriales. 39 jours. On a encore mieux à faire dans les grandes gueules avec Anas, Zora et Marianne. À tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.